Cette initiative de la société civile, lancée par un garçon du sud de la France, un jeune chef d'entreprise, un père de famille, quelqu'un qui pourrait vivre sa vie d'une manière paisible et tranquille, mais qui, comme beaucoup d'entre nous, ne supporte plus les images dont nous sommes abreuvés au quotidien en mondovision, puisque nous assistons pour la première fois à un génocide en direct. Ce mouvement a pour objectif de faire pression sur les autorités internationales pour qu'elles instaurent un cessez-le-feu immédiat, garantissant la sécurité et l'accès des aides. Il s'agit d'une mobilisation donc concrète, collective, pour alerter l'opinion et faire entendre que notre conscience ne peut rester silencieuse face à cette tragédie. Cette initiative que ce garçon a eue, il l'a mise sur Internet, sur les réseaux sociaux, et ça a provoqué un miracle, un engouement extraordinaire, un enthousiasme formidable. Des gens de tous les pays, de nombreux pays, l'ont contacté pour lui dire on veut venir avec toi, on veut... Parce qu'initialement, il voulait partir tout seul avec son sac à dos. Mais cette injustice qui nous torture tous, évidemment, parle au cœur et à la conscience de beaucoup d'êtres humains. Et beaucoup ont voulu se joindre à lui. J'ai honte de nos dirigeants occidentaux qui soutiennent ces génocidaires. Honte à la France qui soutient ce carnage et valide cette épuration ethnique à Gaza. Honte aux médias mainstream, misérables menteurs, lâches, qui restent silencieux. Mais c'est insupportable. Honte à nos politiques qui s'acharnent et maltraitent ceux qui soutiennent ce peuple martyr, enfermé dans un ghetto à ciel ouvert et maintenant massacré par ces génocidaires. Le temps n'est pas la passivité ou l'indifférence. La violence doit cesser immédiatement. Nous devons agir pour ouvrir un corridor humanitaire sécurisé, permettant l'acheminement rapide d'aide vitale vers la population en détresse. Plus que jamais, la priorité doit être le respect du droit international, la protection des civils et la fin des bombardements. La situation est très compliquée et le seul moyen d'en sortir, c'est une initiative de la société civile, celle que vous prenez aujourd'hui, puisque les hommes politiques sont bloqués. Personne n'ose dire quelle est la responsabilité des Européens qui patronnent ce massacre. Notre grand-parent, il peut dire on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la Pologne. Mes parents, il peut dire on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie pendant l'époque. Mais nous, on ne peut pas dire ça. On sait, on voit. Tous et toutes, nous sommes en nombre et ensemble marchons vers Gaza. Heureux de savoir qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui rêvent, comme on est en train de le faire, d'un autre monde. Soyons solidaires, soyons humains, participons ensemble, chacun à la place qui est la nôtre, chacun avec les moyens dont nous disposons, à cette grande entreprise de sensibilisation sur la question palestinienne et de soutien surtout au peuple palestinien qui en a bien besoin. On se rend compte que par centaines, par milliers, les gens commencent à affluer dans Marche to Gaza et que tant que, en fait, ils avaient la possibilité de laisser des délégations passer, de sécuriser tout ça, d'être carrés, ils avaient encore les chances, ces ambassadeurs et surtout l'Égypte, de nous ouvrir les portes pacifiquement sans affluer. Malheureusement, si nous n'avons pas de nouvelles de ces gens, et je le dis, et ils doivent sûrement être sur votre live où ils l'écouteront,
On appellera à faire venir les gens en Égypte. Si nous n'avons s'ils font la sourde oreille, on appellera une date. Le génocide que l'on voit aujourd'hui, que l'on voit en direct et pour lequel et vis-à-vis duquel le monde reste silencieux, est accompagné d'un véritable programme de dépeuplement, d'expropriation des demeures, d'expropriation des terres en Cisjordanie. Cette date, malheureusement, ils pourront pas arrêter. C'est pas 1000 personnes qui vont affluer au Caire. C'est des gens qui arriveront, comme je disais, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Bosnie, des États-Unis, du Yémen, etc. Et ces gens vont affluer pas par milliers, mais peut-être par millions. Depuis que j'ai vu le jour en 1971, je n'ai connu que les plaintes de la terre. Le monde n'a connu que des éclats de sang et de trahison. Le Cambodge mutilé, le Rwanda assassiné, la Syrie incendiée, la Libye démembrée, l'Irak sacrifié, la Palestine emprisonnée, le Yémen affamé, le Congo pillé, la Birmanie et ses Rwangas effacés, l'Afghanistan en sang, l'Algérie ensanglantée. Cette vague, c'est une espèce de tsunami qui va arriver sur l'Égypte, qui pourront jamais en fait l'arrêter. Moi-même, en étant fondateur de ce mouvement, je vais être franc avec vous, je pourrais pas l'arrêter. Ce qui se passe actuellement à Gaza n'est que la forme extrême de ce qui se passe en Palestine depuis décembre 1947, c'est-à-dire une épuration ethnique qui prend la forme aujourd'hui d'un génocide. On disait que ce qui se passait à Gaza était lié au terrorisme du Hamas. Et on voit bien qu'en Cisjordanie, où le Hamas n'est pas présent, eh bien, la politique est exactement la même. Plus sournoise, plus silencieuse, mais avec le même objectif, à savoir le déplacement des populations et finalement la non-reconnaissance, non pas simplement du droit des Palestiniens à avoir un peuple, mais à l'humanité des Palestiniens, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la déshumanisation d'un peuple au vu et au su du monde entier. Le Liban blessé qui ne cicatrise pas, l'Argentine et ses larmes d'enfants disparus, les Bosniaques déchus, les Tchétchènes écrasés, le Cachemire oublié, les Ouïghours effacés, les Iraniens bâillonnés, les Kurdes bombardés, les Haïtiens abandonnés, les Ukrainiens déracinés, les Érythréens enfermés, le Mali déchiré, des femmes asservies, des enfants vendus comme marchandises. Cette épuration ethnique a commencé en décembre 1947 avec des pics. Les pics, ça a été toute l'année 1948, il y a eu 1967. À chaque grand conflit, il y a eu des pics d'épuration ethnique. Et là, le gouvernement messianiste de Netanyahou et des ministres qui forment avec lui cette coalition de l'extrême droite israélienne et des messianistes montrent au monde le visage du sionisme et cela met dans l'embarras les sionistes eux-mêmes. Gaza, depuis toujours, est une prison à ciel ouvert. Je dirais un laboratoire expérimental où les Gazaouis sont des cobayes enfermés derrière un mur avec des centaines de caméras et de radars. La vie des Gazaouis est scrutée, espionnée. Les Israéliens traitent les Palestiniens comme des animaux. Ils testent leur IA et expérimentent leurs armes sur la population de Gaza. De ma vie, je n'ai jamais été aussi désespérée. J'ai jamais vécu de telles horreurs et tout ça à travers l'écran de mon téléphone. Gaza qui en ce moment n'est plus simplement une terre, mais un cri. Car depuis plus d'un an, la mort s'abat tous les jours. Des bombes sur les maisons, les écoles, les hôpitaux, les tentes des réfugiés, les enfants, les bébés, les femmes, vieillards, personne n'y échappe. Il y a plus déjà de 200 000 morts à Gaza. 200 000 morts si on ajoute les personnes tuées directement par les bombardements et les tirs israéliens à celles qui sont mortes des déplacements incessants, de l'absence de médicaments et maintenant de la famine. Qu'on se le dise, c'est pas une guerre, c'est un génocide orchestré. On a des snipers qui visent des civils. L'eau manque, la nourriture manque, les médicaments, les blessés hurlent, opérés à vif, sans anesthésie. Tous les jours, des enfants sont assassinés. Nous sommes détruits à Gaza. On vit toutes les sortes de la souffrance. Mes frères et sœurs, ce qui se passe à Gaza, ça dépasse l'imagination. Ça dépasse l'imagination. Wallah, depuis 2 ans, nous sommes massacrés, nous sommes bombardés, et nous avons faim.
Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons faim. C'est la famine, c'est une arme de l'occupation. Aujourd'hui, on meurt de la famine, on résiste avec les ventres vides. Personne ne peut faire entrer une bouteille d'eau pour nous ici à Gaza. Wallah, je suis dégoûtée de voir mes frères et sœurs morts de la famine. J'entendais le pape aujourd'hui, ce matin, puisque c'était sa première messe inaugurale. Et il a parlé des Gazaouis, des Palestiniens. Mais il n'utilise pas les mots. Il ne parle pas de crime contre l'humanité. Il ne parle pas de génocide. Et quand on n'utilise pas les bons mots pour désigner un problème, on fait partie du problème. Le fait de dire que les Palestiniens souffrent, qu'il y a des familles qui ont du mal, etc., ça n'est pas du tout révélateur de ce qui se passe à Gaza. À Gaza, c'est des parents qui sont obligés de chercher les morceaux de leurs enfants disséminés dans la maison quand ils peuvent retrouver les cadavres, puisque quand une bombe énorme tombe sur une maison, on voit les images, les corps sont ventilés à des dizaines, des centaines de mètres. C'est tous les jours ce qui se passe à Gaza. Nous sommes témoins et nous sommes brisés d'avoir vu tous ces corps déchiquetés, ces corps brûlés, ces enfants et ces civils amputés, les membres arrachés. Cette destruction, ces tentes brûlées, ces corps qui volent à cause de la puissance de la bombe. On a vu même des chiens manger des cadavres. On a vu des miettes de corps dans des sacs en plastique, des familles ramasser les morceaux des membres de leurs proches ou encore chercher leurs cadavres dans les débris. Tous les jours, des fils de linceul déposés sur le sol. Les marchés sont presque vides. Les passages sont totalement fermés. Rien est entré, ni aide humanitaire, ni nourriture, ni eau, ni soins. Nous sommes malades. Nous sommes malades ici à Gaza. Nous sommes malades et moi j'ai 5 enfants. Vous imaginez que vous avez 5 enfants et vous ne pouvez faire nourrir ces enfants. On ne trouve rien pour manger. Rien. Parfois on mange un seul repas par jour. Mais comment vous pouvez convaincre les enfants qu'il n'y a pas de nourriture? J'aimerais me faire un peu le porte-parole de notre défunt général Dominique Delawarde. Si on rajoutait les pertes indirectes, femmes, épidémies, défaut de soins, en appliquant le facteur de 4 du bloc 7, le montant total des pertes palestiniennes serait près de 269 000 morts. J'ai été terrifiée d'avoir vu des soldats de Tsahal pousser des prisonniers dans des fosses communes et leur tirer dessus. Terrifiée de voir des civils dénudés en plein hiver, les mains et les pieds attachés, les yeux bandés, le corps marqué par des coups, traînés comme des animaux ou entassés dans des camions pour aller vers la mort. J'ai en mémoire tous les témoignages des prisonniers libérés des prisons israéliennes et nous avons vu en images les viols collectifs et la déshumanisation des Palestiniens. Ce nombre pour la zone de Gaza serait donc aujourd'hui de plus de 64 000 décès directs et non pas de 57 787 qui avait été dit plus tôt. Il ne compterait ni les disparus encore sous les décombres, ni les pertes indirectes, défaut de soins, malnutrition, épidémie. Ceci voudrait dire que le chiffre de 269 000 décès, incluant les pertes indirectes, est probablement, lui aussi, largement sous-estimé. Les Israéliens n'épargnent personne. Les écoles, les camps de réfugiés, les associations humanitaires, les hôpitaux sont ciblés et bombardés. Ils tirent même sur des enfants, des médecins, des journalistes, des humanitaires. Mais quel genre de guerre est-ce ça? De Paris, je sentais l'odeur du sang. À 5300 km, je ressentais leur douleur. Les blessés étaient soignés sur le sol, dans la saleté, dans le bruit. Pas d'anesthésiant, pas d'analgésique, pas de lit, rien. Les médecins du monde racontent qu'ils laissaient mourir et pourrir les gens sur place. Les femmes et les enfants représentant à peu près 70% des morts dans la bande de Gaza sur la période de novembre 2023 à avril 2024. On peut prétendre que 25 000 enfants tués sont des ennemis. Quelle armée peut faire cela? Les enfants, ils ne croient pas, ils veulent manger. J'ai un enfant, il a 3 ans. Mon enfant, il m'a demandé il y a quelques jours, maman, quand je vais aller au paradis?
Moi, j'étais choquée. Pourquoi tu demandes à aller au paradis? Il m'a dit pour manger, il y a de la nourriture au paradis, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des bonbons. Je me rappelle ce pauvre gamin autiste de 15 ans tué par des chiens de l'armée israélienne, ainsi que cette effrayante image de la gueule de ce chien qui attaque le visage une vieille dame palestinienne. J'ai aussi en mémoire ces images de drones qui ciblent et tirent sur des civils, des corps de jeunes gens vivants, écrasés par les chars israéliens. Ça dépasse l'entendement. Je vais vous parler d'une vidéo qui me hante d'espérance, où après les bombardements dans le nord de Gaza, tous les immeubles étaient en ruine, et là, il y a un plancher en béton qui est tombé, mais en inclinaison. Et il s'est passé un truc, une parenthèse au cœur de ce chaos. Sur ce sol de béton effondré et incliné, des enfants gazaouis décident d'en faire un toboggan. Car seuls les enfants, dans leur innocence, trouvent la force de rire et de saisir le bonheur au milieu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils y croient. Ces enfants portent une force que nous adultes oublions trop souvent. Une innocence qui défie l'enfer. Et quand je vois ces enfants, j'entends ces murmures qui disent « Ne baissez pas les bras, l'espoir vit encore ». Depuis le début, l'idée était d'implanter une graine occidentale dans la région pour agrandir Israël et aller chercher le contrôle du marché mondial du pétrole qui était entre les mains de Rockefeller à l'époque. Donc, tout Israël a toujours été, toujours tourné autour de ça. Ce pourquoi aujourd'hui on parle de la fin du mondialisme, c'est que Poutine a très, très bien compris ça. Et il savait qu'en stoppant le plan du Grand Israël, il stoppait en fait la marche des banquiers sur le contrôle des énergies mondiales. The U.S. using Israel? No. This is Israel using the U.S. as if our military is in their hands, which in effect it is. You take Wolfowitz and you take Feith and you take these neocons and you take Netanyahu. They game planned the whole thing out. Well, I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century because he ran American foreign policy for 20 years and he cost us trillions of dollars. And where is the Middle East today? War in Syria, war in Lebanon, war in Palestine, unrest in Iraq, war in Yemen, chaos in Sudan, chaos in Somalia, chaos in Libya. Great job, Bibi! Qui est-il? Responsable du Likoud, mais voilà, les chiens ne font pas des chats et vous connaissez bien son père, donc son père qui était le secrétaire donc de Vladimir Jabotinsky. Et autant Jabotinsky que son père avait une espèce de d'homme référent. Et chez ces gens-là, l'homme référent, c'est Mussolini. Ce n'est pas simplement l'Occident qui serait aujourd'hui complice de ce qui est en train de se passer. Les États arabes ont trahi la cause palestinienne, ont trahi la cause humaine. Ils sont même des collaborateurs et des complices aujourd'hui dans des relations économiques, dans des relations diplomatiques, dans des relations de vente qui sont même des ventes d'armes et de l'acceptation des systèmes de sécurité qui sont produits par Israël. Il faut aussi savoir ne pas rester silencieux quand la trahison dépasse évidemment l'Occident. D'où l'importance de l'intervention de la Russie en fait en Syrie en 2015. Et ça, il faut vraiment l'apprécier parce que ce qui se passe aujourd'hui découle tout de ça. C'est qu'en ce moment, le plan d'Israël, qui a toujours été donc un plan mondialiste de contrôle du marché du pétrole, est complètement devant un mur. Le plan est arrêté, le plan est mort. Ce qui s'est passé en Syrie, en fait, c'est que la Turquie maintenant va être en charge. Et Israël ne peut pas avancer vers la Syrie maintenant, qui était la prochaine étape de l'agrandissement d'Israël, parce que elle va trouver la Turquie sur son chemin. His idea is, we captured the Palestinian lands in 1967, and we're never going to give them back. So we're just going to rule over the Palestinians. He says we're going to keep the land. There will be resistance, Hamas, Hezbollah, other militant resistance. What will we do about it? You can't really fight the terrorists, he says. You have to fight the states that back the terrorists. Ce qui arrive donc, c'est que Netanyahou comprend très bien qu'il est largué par tous les mondialistes en ce moment. Il va être complètement largué, le plan va être abandonné.
Lui, tout ce qui lui reste à faire, c'est essayer de génocider, en fait, les Palestiniens pour au moins contrôler son territoire. L'assaut final sur Gaza et les prétentions de Benjamin Netanyahou d'exécuter un plan de destruction de l'enclave palestinienne, je pense que ça signe, ça a été aussi beaucoup dit dans les précédentes interventions, ça signe quelque part l'arrêt de mort presque promis à Israël, à l'entité terroriste israélienne, qui était terroriste depuis le début, et qui est un consortium qui n'est pas un État en réalité, qui n'existe que par la colonisation politique de grands pays comme le nôtre, la France ou encore les États-Unis et la Grande-Bretagne. ואז אתה רואה טנק נוסע ברחובות הקיבוץ, מצודד את התותח ויורה לפגז לתוך בית. זה דברים שאתה לא מצליח להבין, ואז פתאום אתה קולט בצד ימין מאות אנשים מהקיבוץ. He lays out one by one. Yes, of course, Iran is the central one in his mind, but so too is Iraq under Saddam. He supported Hamas. So too is Bashar al-Assad in Syria. Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Somalia, Sudan, and Libya. And you know what the plan was? 7 wars in 5 years. אזור מלחמה. עכשיו בסוף הם יצאו מהגיהנום הזה בתוך הקיבוץ, ומה, יחטפו טיל בכניסה לקיבוץ? כי מה? כי הם מחכים למי? זה לא היה נראה לנו הגיוני בתור הורים לילדים. אז פשוט העמדנו את כל הרכבים של היחידה. פשוט התחלנו ביוזמה להעמיס את האנשים כמה שאפשר לתפוס אותם ברכבים ולנסוע איתם לאן שהוא מחוץ לזה. Finalement, c'est le droit international qui devrait être la boussole des peuples. Or, aujourd'hui, ce qui est tout à fait un autre renversement, c'est que ce sont les citoyens qui réclament le droit, alors qu'on les soupçonne souvent de l'éviter quand il s'agit du droit national. Et ce sont les gouvernements qui, eux, l'oublient totalement, oublient le droit, ne le considèrent plus. Le droit international n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Et ça, c'est absolument la réalité que l'on voit, des résolutions des Nations Unies qui sont absolument ignorées. Et plus que cela, les Nations Unies sont aussi antisémites. La Cour internationale de justice est antisémite. Tout le monde est antisémite à partir du moment où tout ce monde critique l'État d'Israël dans sa politique. Si désormais les sionistes appellent lutte contre l'antisémitisme, ce génocide qu'ils perpétuent à Gaza, on doit donc comprendre cette nouvelle définition de l'antisémitisme comme de la légitime défense et comme un combat pour la survie. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Il y a ceux qui sont capables de déshumaniser l'autre, comme cela vient d'être rappelé. Il y a ceux qui, sans être aussi gravement atteints, préfèrent regarder ailleurs parce que ça serait trop douloureux de voir la réalité en face. Puis il y a ceux qui osent souffrir de ce dont il est important de souffrir. Et je pense qu'il y a, au-delà de l'horreur absolue de ce qui se déroule, l'émergence d'une conscience planétaire qu'il est vraiment beau d'observer. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous.